Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une source vraiment fascinante, des extraits de La philosophie de l'auto-assistance, une application de la psychologie pratique à la vie quotidienne, un livre de Stanton Davis Kurkam, et attention, publié en 1909. Ah oui, 1909, ça nous ramène loin. Exactement. Le sujet central, c'est l'application de ce que l'auteur appelle la psychologie pratique et aussi la suggestion mentale. Tout ça appliqué à la vie de tous les jours. C'est une plongée assez incroyable dans le développement personnel bien avant l'heure, quoi. Oui, à une époque où ces idées commençaient à peine à prendre forme de cette manière-là. Notre mission, donc, pour cette analyse, essayer de décortiquer les idées clés de cette œuvre. Elle a un côté un peu familier parfois, et en même temps très ancré dans son époque. Comprendre comment Durkheim voyait le rôle de l'esprit, le lien corps-esprit, et cette promesse un peu folle de transformation par la pensée. Bon, alors, allons-y. Comment on pensait l'auto-amélioration il y a plus d'un siècle? Qu'est-ce qui la rend si particulière, cette philosophie de 1909? C'est ça la question. Pour commencer, ce qui est intéressant, c'est que le livre, il ne saute pas direct sur les techniques mentales. La structure, déjà, elle dit quelque chose. Ça commence par une grosse section. Premier principe, avec des chapitres comme métaphysique et même Dieu. On le voit dans la table des matières. Qu'est-ce que ça veut dire, ce point de départ? Fonder l'auto-assistance sur la métaphysique. C'est un peu étrange aujourd'hui, non? Bah oui, ça peut surprendre aujourd'hui, c'est sûr. Mais pour Kierkegaard et son temps, c'était fondamental. Fonder l'auto-assistance sur des principes premiers. Qu'on dise métaphysique, Dieu ou l'absolu, un terme qu'on retrouve aussi, hein, ce n'était pas juste une petite intro philosophique pour faire joli. Non, c'était vraiment poser le cadre. Le cadre qui rendait tout le reste possible et cohérent. Comment ça rendait possible? C'est quoi le lien logique entre, disons, croire en la métaphysique et l'idée qu'on peut changer sa vie par la pensée? Ah, mais le lien, il est crucial dans cette vision du monde. Si on dit que l'esprit a un pouvoir réel, sur soi, sur sa vie, il faut bien une base, une garantie pour ce pouvoir, non? Et ces principes métaphysiques, ces lois universelles supposées, elles jouaient ce rôle. C'était un peu les règles du jeu cosmique, si vous voulez. L'idée, c'était que l'univers lui-même est régi par des lois mentales ou spirituelles. D'accord. Donc, comprendre ces lois et s'y aligner. Par exemple, avec des notions comme l'harmonie, l'amour et la vérité, qui sont aussi des mots-clés du livre. C'était comme se brancher sur la source du pouvoir et de l'ordre. Sans cette base métaphysique, l'idée que la pensée juste ait un effet concret, ça aurait pu paraître un peu magique, arbitraire. Alors que là, c'est présenté comme une suite logique de la structure même de la réalité, quoi. Je vois. Donc la métaphysique, c'est pas juste un décor, c'est la caution scientifique ou plutôt la caution fondamentale de la méthode. C'est presque une physique de l'esprit qu'il essaye de poser. C'est fascinant. Et une fois cette base posée, alors là, Durkheim plonge dans sa psychologie pratique. Et là, on trouve plein de termes sur le pouvoir de l'esprit. On a noté autosuggestion, suggestion, le trait direct, contrôle de la pensée, thought control en anglais, et cette formule qui résume tout. L'habitude de la pensée juste, habit of right thinking. On sent bien que c'est le moteur de son système. Là, ça devient vraiment intéressant. Comment ça marchait cette mécanique mentale? C'est exactement ça, le moteur. Et en 1909, ces idées, elles bouillonnaient. C'était porté par des courants comme le New Thought américain, un mélange de philosophie optimiste, de spiritualité un peu libre et une foi énorme dans le pouvoir créateur de la pensée. Kierkegaard, il est clairement là-dedans. L'autosuggestion, c'est l'idée maîtresse. Influencer soi-même, son esprit, ses croyances, ses émotions, par la répétition consciente de pensées qu'on choisit. C'est une sorte d'autoprogrammation en fait. Et la suggestion simple, il fait la différence avec l'autosuggestion? Oui, la suggestion, elle peut venir de l'extérieur. L'environnement, les autres, ce qu'on lit. Kierkegaard devait sûrement mettre en garde contre les suggestions négatives ambiantes. Et en même temps, souligner le pouvoir des suggestions positives. D'ailleurs, le fait qu'on trouve le terme hypnotisme dans la liste, ça montre un intérêt pour les états où l'esprit est plus réceptif aux suggestions, qu'elles viennent de soi ou de l'extérieur. L'hypnose, ça fascinait à l'époque, vu comme une clé pour le subconscient. Hmm. Et ce contrôle de la pensée, ça sonne presque un peu autoritaire aujourd'hui. Oui, le terme est fort, c'est vrai, mais il faut le comprendre dans le contexte.
C'était vu comme une discipline active, une prise en main volontaire de son propre flux mental. L'idée, c'est pas de subir passivement ses pensées, qui sont souvent vues comme chaotiques ou négatives, mais de les diriger, consciemment. C'est lié à l'habitude de la pensée juste. Il s'agit de cultiver activement, par un effort répété, des états mentaux positifs, la foi, l'harmonie, la confiance. Et surtout, d'identifier et de rejeter activement les pensées négatives. Et c'était quoi ces pensées négatives ciblées par Kirkham? On a des indices? Ah oui, absolument. La liste des mots associés est très parlante. La peur, elle est centrale, vue comme une force qui paralyse, qui détruit. Mais aussi les fausses croyances, sans doute les idées limitantes sur soi, ses capacités, le monde. Il y a aussi la discorde, qui semble couvrir les conflits intérieurs et extérieurs, l'erreur, l'ignorance. Tout ça, c'est pas juste désagréable, c'est vu comme des obstacles actifs au bien-être et à l'efficacité. Le but du contrôle de la pensée, c'est d'éradiquer ça pour le remplacer par la pensée juste. D'accord. Et tout ça, ça mène directement à un autre concept clé qui est mentionné, qui est la guérison mentale, mental healing. Là, on dépasse juste l'amélioration de l'humeur, on parle carrément de guérison. C'était pris au pied de la lettre. Alors ça, c'est un des aspects les plus audacieux et typiques de ce courant de pensée. Oui, la guérison mentale, c'était souvent compris de façon très large, ça pouvait inclure potentiellement la guérison de maux physiques. L'idée derrière, c'est que si la pensée négative, la peur, la discorde peut créer un déséquilibre nuisible, la maladie étant vue comme un désaise, un manque d'aise, alors logiquement, la pensée juste, alignée sur l'harmonie et la vérité, elle doit pouvoir restaurer l'équilibre. Et donc la santé. Ah oui, quand même. C'était une affirmation assez radicale du pouvoir de l'esprit sur le corps. Bon, on ne sait pas exactement jusqu'où Kirkham va dans ce texte précis sans l'avoir en entier, mais le terme mental healing, il est bien là. Ce qui nous amène tout naturellement à la connexion esprit-corps. Les extraits mentionnent esprit et corps, mind and body, mais ça va plus loin avec des termes qui semblent plus biologiques pour l'époque. Nerfs, système nerveux, cerveau. Et puis, on revient à la psychologie avec conscience, subconscient. Et même ce terme très intéressant de flux de conscience, stream of consciousness, qu'on associe plus souvent à William James, dont les travaux étaient récents en 1909. C'est étonnant de voir tout ça ensemble dans un livre d'auto-assistance. Comment Kirkham il articule ce lien esprit-corps au-delà de la guérison mentale? Il semble l'articuler de manière très directe, presque mécanique pour l'époque. L'idée qui ressort, c'est que l'esprit, il flotte pas dans le vide, quoi. Il agit par le corps physique. Surtout le système nerveux. Les termes nerfs, système nerveux, cerveau, ça suggère qu'il reconnaissait que la pensée avait un support physique. Les réactions nerveuses et les chemins neuronaux, même si c'était compris de façon plus simple qu'aujourd'hui, évidemment. Mais ça pointe vers l'idée que les habitudes de pensée, elles créent littéralement des sillons dans notre système nerveux. Une pensée répétée, ça devient une voie neuronale facile à emprunter. Ça rend la pensée plus automatique après. Ah, donc l'habitude de penser juste, c'est pas juste une idée en l'air, elle s'inscrit physiquement. C'est exactement ça. Cultiver la pensée juste, ça revient à tracer et renforcer des chemins neuronaux positifs. Alors que si on laisse la peur ou la discorde s'installer, ça renforce des chemins négatifs. L'habitude devient presque physiologique. C'est pour ça que le contrôle et la discipline sont si importants. Il s'agit de remodeler activement ces voies. Et le subconscient alors? Et ce flux de conscience? Alors, la distinction entre conscience, parfois il dit supraliminal, ce qui est au-dessus du seuil de conscience, et subconscient ou automatique, elle est clé dans ce modèle. Le subconscient, c'est vu comme le siège des habitudes, des réactions automatiques, et aussi comme le lien direct avec les fonctions du corps qu'on ne contrôle pas volontairement. L'autosuggestion et la pensée juste, pratiquée consciemment, elle vise à reprogrammer ce subconscient. Une fois qu'il est reprogrammé, il agirait automatiquement dans le bon sens. Il influencerait nos réactions, nos humeurs et même, selon cette vision, notre santé physique via le système nerveux. D'accord. Quant à le flux de conscience, sa présence est intéressante. Chez William James, ça décrit le flot continu, changeant des pensées. Pour Kirkham, le reconnaître, ça pouvait vouloir dire deux choses. D'un côté, accepter cette nature fluide de l'esprit, mais de l'autre, souligner le besoin de diriger ce flux, ne pas se laisser emporter passivement. Le contrôle de la pensée, ça devient l'acte de naviguer, d'orienter consciemment ce flux. On commence à voir une image assez complète, là. Des principes métaphysiques comme fondation, comme garantie, une mécanique mentale basée sur la suggestion et le contrôle actif de la pensée pour graver des habitudes justes,
Une connexion esprit-corps très directe où ses habitudes mentales influencent le physique, peut-être jusqu'à guérir, mais le but de tout ça, le sous-titre du livre est clair, une application de la psychologie pratique à la vie quotidienne. Et les termes comme psychologie pratique, auto-assistance, self-help, mais aussi développer, cultiver, efficace, efficient, caractère, éthique, morale, tout ça, ça pointe vers un objectif concret, tangible. Comment cette philosophie devait se traduire en actes, en résultats, dans la vie du lecteur de 1909? C'est le point de convergence, oui. Toute cette construction théorique, métaphysique, psychologique, ce n'est pas juste pour la beauté du geste. C'est entièrement tourné vers l'action et la transformation personnelle au quotidien. L'objectif, c'est pas juste de comprendre, c'est de devenir, de modeler activement son caractère et du coup sa vie. Et concrètement, ça ressemblait à quoi? On devait tenir un journal de pensée juste, répéter des phrases H24? Le texte ne donne peut-être pas les exercices précis, mais on peut deviner la nature de l'application. Ça impliquait sûrement une discipline mentale de tous les jours. Oui, sans doute des moments dédiés à l'autosuggestion, à la visualisation positive, à affirmer les vrais idéaux. Mais aussi, et ça c'est crucial, une vigilance constante, toute la journée, pour attraper et rejeter les pensées de peur, de doute, de critique, la discorde, les fausses croyances. C'est une sorte d'hygiène mentale permanente, quoi. Une hygiène mentale. Pour quel résultat final? Juste se sentir mieux dans sa tête? Pas seulement. L'objectif, il est double, je pense. D'un côté, oui, atteindre une harmonie intérieure, un état de paix, de confiance, aligné avec les principes premiers. Mais de l'autre, et c'est là que le mot efficace, efficient intervient, il s'agit aussi d'améliorer sa capacité à agir dans le monde. Une personne libérée de la peur, guidée par la pensée juste, elle est censée être plus claire dans ses buts, plus persévérante, plus capable de surmonter les obstacles. L'efficacité, c'est pas juste une question de technique ou d'organisation, ça découle de cet état mental cultivé. Et les notions de caractère, éthique, morale, comment elles s'intègrent là-dedans? Elles sont au cœur du projet, en fait. L'auto-assistance, selon Kirkham, c'est pas juste un outil pour réussir égoïstement. Ça vise à construire un certain type de personne. Un caractère jugé supérieur, aligné sur des valeurs morales, éthiques, morales. La pensée juste, c'est pas seulement la pensée qui marche pour obtenir ce qu'on veut, c'est aussi la pensée qui est en accord avec la vérité et l'amour, ces fameux principes métaphysiques du début. Il y a une dimension clairement normative, éthique. Il s'agit de rejeter les faux concepts, qui peuvent être des croyances égoïstes, matérialistes, pessimistes, pour adopter de vrais idéaux. Plus nobles, plus altruistes peut-être, en tout cas en phase avec cette vision d'un ordre universel harmonieux. Le self-help ici, c'est une vraie entreprise de construction morale de soi par la discipline de l'esprit. Une entreprise exigeante, on imagine bien. Donc, si on résume un peu cette exploration, on a découvert chez Kirkham, en 1909, un système d'auto-assistance remarquablement structuré. Ça part d'une base métaphysique, presque religieuse, qui garantit le pouvoir de l'esprit. Ça détaille ensuite une psychologie pratique centrée sur le contrôle volontaire de la pensée via l'autosuggestion, pour cultiver des habitudes justes. Ça postule une connexion très forte entre cet état mental et le bien-être physique, la guérison mentale. Et tout ça vise une transformation concrète du caractère et de l'efficacité au quotidien, dans un cadre éthique et moral bien défini. Un programme complet, en somme. Tout à fait. Et une réflexion finale qui me vient, c'est la persistance étonnante de certaines de ces idées de base, même si aujourd'hui elles sont relookées, quoi. L'idée que nos pensées façonnent notre réalité, intérieure et parfois extérieure, qu'on peut activement travailler sur nos schémas mentaux pour aller mieux, être plus efficace, qu'il y a un lien fort entre santé mentale et santé physique. Tout ça, ça résonne fort avec des approches très actuelles. La psychologie positive, les TCC, le coaching, une grande partie du développement personnel d'aujourd'hui. C'est vrai. Bien sûr, la base métaphysique explicite, elle a souvent disparu. On justifie ça plus scientifiquement ou psychologiquement, mais l'intuition centrale, elle est toujours là. Kirkham et ses contemporains du New Thought, ils ont vraiment posé des jalons importants. Oui, l'écho est troublant, c'est vrai. Et ça nous laisse avec une question pour réfléchir, peut-être. Cette insistance sur la pensée juste et le contrôle de la pensée, telle qu'on l'imaginait il y a plus d'un siècle, avec cette foi quasi absolue dans son efficacité directe, quelle pertinence ça garde aujourd'hui? Dans un monde saturé d'infos, souvent contradictoires, face à des défis systémiques complexes,
et avec une compréhension plus nuancée de la psyché humaine. Est-ce que l'idée d'un contrôle mental volontariste aussi fort, c'est encore un levier suffisant? Ou est-ce qu'il faut l'intégrer dans une approche plus large, peut-être plus humble, face aux limites de notre volonté individuelle? Voilà, matière à méditer pour nos auditeurs et auditrices.